comment s'intéresse-t-on à la PAC autant d'années? Ça vous est tombé sur la tête comme ça, ou c'était vraiment un sujet qui vous tenait à cœur? Ma génération d'Espagnols, nous sommes des militants européens. Depuis, pour nous, mon père, en 1931, courait dans les rues en chantant la Marseillaise comme l'hymne républicain face à la monarchie. Ben pour nous, la 9e symphonie de Beethoven, on chantait ça comme geste d'affirmation contre la dictature de Franco. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre pour vous qui avez eu la chance de vivre depuis 1945 dans un régime de liberté, mais pour nous, et aider à construire l'Europe. En plus, c'était l'époque où on avait Jacques Delors, un vrai projet européen, des vrais militants, une image, un enthousiasme qui n'est peut-être plus exactement toujours à l'ordre du jour avec la même grandeur aujourd'hui. Certes, on n'a peut-être pas porté toute l'attention qu'on aurait dû porter à la tendance. La tendance suivra. Ouais. Mais il est clair qu'il y avait une vraie mission. On savait très clairement pourquoi on travaillait. On construisait le marché unique, on construisait l'euro, on construisait deux nouvelles politiques, une politique régionale, une politique agricole. Aujourd'hui, on en est plus à essayer de gérer l'acquis, même s'il y a quelque chose, ça n'a rien à voir avec la politique agricole, mais qui est extrêmement intéressant. J'ai tendance à faire un parallélisme entre les crises que l'Europe agricole a vécues dans les années 60, y compris la crise de la chaise vide, ce moment où les Français sont partis en claquant la porte parce qu'il y en a marre, déjà. C'est un machin de plus. Un machin de plus. En parlant agricole, et les crises que l'on vit aujourd'hui avec la politique d'immigration. Il est clair qu'on ne peut pas avoir de liberté de circulation des produits agricoles s'il n'y en a pas de politique commune, à partir du moment où l'État intervient beaucoup sur l'agriculture. Il est clair qu'on ne peut pas avoir de politique de liberté de circulation des personnes sans avoir des règles communes de gestion de ces personnes. Et tout le débat qui est aujourd'hui sur la politique de l'asile, la politique d'immigration, la politique des frontières, le besoin de partager, d'être co-responsable des frontières, d'éviter le spectacle lamentable que l'on trouve à Calais ou en Italie ou en Espagne ou en Hongrie, etc. Ce problème-là, ces crises que l'on vit là sont très semblables. Et même plus, face à des tendances d'émigration massives comme celle-là, dues à la guerre, mais dues aussi à la misère, au changement climatique, on en a parlé dans un mercredi antérieur, la réponse ne peut pas être nationale. C'est que les problèmes d'aujourd'hui n'ont pas de réponse au niveau d'un État membre. La ratification du traité transpacifique est en train de faire basculer le centre du monde économique de quelque part de l'Atlantique vers quelque part dans le Pacifique. Et dans ce contexte-là, on veut nous faire croire que la réponse consiste à toute la Gaule occupée, sauf un village gaulois entouré de campements romains, ou toute... Non, la réponse, elle est difficile, mais elle ne peut être que commune. On ne pèsera face à la Chine, qui est en train aujourd'hui la deuxième puissance. On le voit, quand la Chine s'enrhume, le monde tousse. Ou quand la Chine tousse, le monde s'enrhume. Enfin, la Chine et la General Motors d'avant-hier. On le voit avec la Chine, on a vu la montée du Brésil et de l'Amérique latine. Et dans ce contexte-là, on en est encore à essayer de défendre notre... on ne trouvera des réponses qu'ensemble. On ne nous écoutera qu'ensemble. D'accord. La première fois allons sur la PAC, la première fois que vous avez rencontré la PAC, c'était quand et il s'est passé quoi? La première PAC en particulier, c'était clairement un truc, c'était une très belle construction. Un très bel édifice, solide, cohérent, qui fonctionnait et qui répondait relativement bien aux attentes de la société d'alors, qui était augmentons la productivité, libérons de la main-d'œuvre dans le monde agricole pour répondre à un monde industriel qui en a besoin, au développement de l'industrie, au développement des services, alimentons notre population et garantissons-lui qu'elle aura suffisamment à manger. Non, c'était relativement efficace. C'était pas trop cher en plus, à l'époque, il n'y avait pas trop d'excédence.
ça marchait relativement bien et c'était cohérent. Alors on peut peut-être expliquer justement le mécanisme qui était celui-là. Donc la première partie, j'en ai parlé, il ne peut pas y avoir de liberté de circulation de marchandises sans liberté de circulation, sans cadre commun qui soit organisé. C'est pour moi le parallélisme avec la politique de l'immigration, elle est très claire. Les objectifs, pour moi le plus important dans la pratique, c'était bien celui d'accroître la productivité, de libérer que chaque jour plus d'agriculteurs puissent alimenter plus de monde pour pouvoir répondre aux demandes. À l'époque, rappelons-nous, croissance économique égale développement. C'était l'époque société de consommation. Moi, je me rappelle, un jour, on m'a expliqué à l'école primaire qu'il y avait un pays, les États-Unis, où les gens, quand il y avait une chaussette qui était trouvée, jetaient la chaussette. C'était la société de consommation. Et c'était un peu l'idéal, la volonté. Puis c'était de l'emploi, c'était les belles années, les 50, les 60, les belles années de croissance économique. Donc ça, c'était vraiment une politique qui a répondu efficacement à cette politique, comme héritière d'ailleurs des politiques antérieures, et un accord politique qui marchait relativement. On a maintenu des prix élevés pour que les agriculteurs allemands, qui vont être... L'Allemagne, grand bénéficiaire du marché industriel, ne va pas perdre. Les agriculteurs allemands qui votent chrétien-démocrate. Donc il faut comprendre qu'on était à une époque, une Europe démocrate-chrétienne. Les agriculteurs allemands qui votaient bien ne devaient pas être les sacrifiés du développement de l'Allemagne, donc on va fixer les prix élevés. On explique aux agriculteurs français qu'on va leur augmenter les prix. C'est pas trop mal perçu comme argument. Généralement, et puis, ça marche. Généralement, ça marche. Oui. Pour les Italiens, on leur dit en plus, on va traiter l'huile d'olive, votre produit roi, comme nos produits sérieux, la viande, etc. Et pour le reste des produits qu'on ne produit pas, on va importer librement, de manière à que la Flandre, les Pays-Bas, le Benelux puissent continuer à jouer leur grand rôle de plaque tournante. Et ça a marché relativement bien. Ceci dit, moi j'aime beaucoup dire qu'en d'autres mots, donc mot M-A-U-X, pas M-O-T-S, on avait des prix élevés, des garanties illimitées données aux agriculteurs, donc produisez. Votre boulot, c'est produire. Vous inquiétez pas, si vous ne vendez pas sur le marché, nous, l'administration, va s'occuper de vous. Faites des gains de productivité. Faites des gains de productivité. Puis il y a toutes les améliorations techniques liées à la guerre. Les tracteurs sont les fils des tanks d'hier et les pesticides des gaz moutardes et autres. Donc produisez, c'est votre boulot comme agriculteur. Pour moi, c'est un des effets pervers les plus graves, ça a été celui de déconnecter le monde agricole du marché. Et ça nous a conduit à la plus complète des catastrophes. Logiquement, comme... Quelle année vous mettez ça, la première crise? La grande crise, c'est la fin des années 80. Alors, on l'a vu sur le lait, le cauchemar de la PAC. On l'a vu sur les céréales, par exemple. On peut expliquer, par exemple, sur ces deux... Sur les céréales, c'est facile à dire. C'est facile. Comme les prix étaient garantis, la production augmentait de 2 millions de tonnes tous les ans. Et comme les céréales étaient chères, les éleveurs et les usines d'aliments du bétail essayaient de remplacer un aliment cher par un aliment pas cher pour être compétitif, la consommation diminuait de 2 millions de tonnes tous les ans. Ça vous fait 4 millions de tonnes de plus tous les ans sur le marché. Dans ce contexte-là, on peut commencer à exporter avec plus ou moins de subventions, mais il y a des limites à... Et pour le lait on le revoit aujourd'hui, est un sujet extrêmement sensible. Il y a beaucoup encore de petites et moyennes exploitations. Le lait est une des colonnes vertébrales de l'agriculture de pas mal de régions. Et le problème du lait, c'est un produit qu'il faut qu'il circule. Une fois qu'il est obtenu, il doit être vendu. Les coûts variables sont très petits par rapport aux coûts fixes. Et même, si vous gardez votre lait, vous bloquez l'usine. Donc ça doit circuler. Indépendamment, vous devez vendre votre lait. Vous devez l'enlever de l'exploitation. Donc vous êtes disposé à vendre ce lait une fois produit à des prix pourvu qu'il parte. Oui. Oui. L'exemple classique, à la fin des années 80, donc non seulement on avait ces 4 millions de tonnes de plus de céréales tous les ans, ce qui est quand même énorme, mais on voyait que le budget agricole augmentait,
la dépense agricole augmentait et le revenu agricole diminuait. Donc on était vraiment vers des politiques qui étaient complètement inefficaces. Le revenu d'ailleurs ne se maintenait à peu près que par capita, que par disparition du nombre d'agriculteurs. C'est un bilan qui est... Donc on était dans un cul-de-sac. Est-ce que vous diriez que à partir de cette époque-là, c'est-à-dire des années 80 jusqu'à aujourd'hui 2015, ça fait quand même beaucoup, on est de crise en crise parce que successivement les politiques tardent et à force de tarder, le cumul de ce retard à l'allumage fait qu'on arrive à une crise majeure ou pas du tout, on va de crise en crise et finalement à chaque fois à coup de mercurochrome et de sparadrap, on s'en sort. Alors on va de crise en crise mais depuis 80, on a eu toute une phase de point d'inflexion. En politique européenne, avec 12, 15, 28 États membres, tu n'auras jamais de rupture. Tu auras des points d'inflexion. Alors ces points d'inflexion sont importants s'ils te permettent d'aller dans la bonne direction et s'ils te mettent en meilleure position pour continuer à réformer à l'avenir que tu n'étais dans le passé. Donc ça, c'est le processus de décision européenne. Il faut des compromis où tout le monde doit gagner, où personne ne doit perdre, où tout le monde doit perdre à peu près d'une manière équivalente ou gagner à peu près d'une manière équivalente. Et ça, tu ne peux le faire que par point d'inflexion. Ça donne cette image de réforme permanente que les agriculteurs à juste titre ont, 92, 99, 2003, 2007, 2013. Ce sont tous des points d'inflexion, mais qui ont permis de résoudre dans toute une première étape les problèmes du passé. Je vous ai dit, il y avait 3 problèmes: des prix élevés, des garanties illimitées, une protection à la frontière qui était déséquilibrée. En baissant drastiquement les prix, en ajustant les prix intérieurs, on a résolu les problèmes d'hier d'une manière assez efficace. Et on s'est rendu compte bien évidemment, on avait des nouveaux problèmes aujourd'hui. Alors, on se retrouve d'abord avec une Europe où il y a des grandes différences d'un pays à l'autre, entre la Roumanie et la France, par exemple. Et donc, toute politique, si elle veut être commune, doit être flexible. Il n'y a rien de moins commun que d'appliquer la règle commune à des gens différents. Donc, si ton objectif, c'est de favoriser une convergence, bien évidemment, il te faut de la flexibilité pour pouvoir adapter. Tu ne peux pas imposer aux Roumains ce que demandent les Français, ni aux Français ce que ont besoin les Roumains. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que on n'a plus de doute sur ce qu'on va manger, on a des doutes sur ce que l'on va manger. On rentre dans le sujet alimentation, et on a des doutes sur comment on le produit et l'impact que nous avons sur la société. Donc tu as deux grandes préoccupations qui montent. L'une, c'est la préoccupation alimentaire, et l'autre, c'est la préoccupation environnementale, bien-être des animaux. Venant d'un pays, l'Espagne, où je croyais que c'était impossible, mais aujourd'hui, on débat des corridas. C'est quand même l'identité nationale. C'est Jeanne d'Arc ou les chaperons pour les Bretons, je veux dire, ou les bérets rouges, ces cas-là. Donc il y a une vraie montée. On se retrouve après avec une population agricole qui apporte 3-4% du produit intérieur brut et qui représente peut-être 5% de la population active agricole, et en contradiction ou en tension avec les consommateurs. Donc, il faut vraiment repenser la boutique. Si on pense aux 20 prochaines années, la question, pour moi, que je me suis posée, est-ce que l'on va s'en sortir en faisant un annexe encore à droite et à gauche, ou est-ce qu'il n'est pas temps de repenser l'ensemble de l'édifice pour savoir de quoi la société de demain et d'après-demain aura besoin, et de construire. Il n'y a pas de bon vent pour le marin qui ne sait pas vers quel port il se dirige. Donc je crois qu'on a besoin aujourd'hui de renouveler notre vision à long terme et de commencer petit à petit, d'abord à la partager, à la discuter, que les gens sachent clairement vers où on va, et à la construire. Il fut un temps, quand on avait 40 à 50% de la population active à certains moments qui s'occupait de l'agriculture, ça pouvait présenter une certaine logique que 50, 60, voire 80% du budget agricole, du budget européen, soit un budget agricole, en laissant de côté
on n'avait pas d'autres politiques et qu'il fallait d'autres politiques. Aujourd'hui, on est en droit de se poser. Il y a quand même 40 à 50 milliards d'euros qui vont tous les ans à l'agriculture. Est-ce que vraiment c'est l'usage le plus utile de l'argent public pour les objectifs qui sont des vrais objectifs de création d'emplois, développement économique, maintien du territoire, adaptation et lutte contre le changement climatique, donc pour répondre aux grands défis de société. Moi, je fais partie de ceux qui disent que le budget agricole en soi n'est pas tabou et que l'expression personnellement qui m'irrisse, cette expression de droit de paiement unique, donc droit d'avoir, qui a droit à une subvention publique, ou qui parle de droit parle aussi de devoir. On peut le voir comme vous voulez. Là, il y a un vrai problème. Je défends une politique alimentaire commune. Je crois qu'une politique agricole commune aujourd'hui et encore plus demain n'a pas de sens. Il faut une politique alimentaire et territoriale commune, mais ça implique bien évidemment un changement de mentalité. Pour moi, la première étape de toute réflexion sur les politiques européennes passe par la politique, par le financement de l'Europe. Il faut d'un côté trouver un moyen de financement qui ne dépende pas des États membres. Là, c'est l'idée d'un impôt européen. Et il faut ensuite avoir le courage de Jacques Delors, oui. Et il faut avoir ensuite le courage de dire que la solidarité européenne, elle est importante, que les riches en Europe doivent être solidaires des pauvres en Europe, parce que nous sommes tous co-responsables, mais qu'il faut introduire une limite à cette solidarité européenne, à X pourcentage du PIB ou de ce que vous voulez. Donc la question, c'est qu'on a fait disparaître les instruments de gestion bureaucratique communautaire, et je crois que c'est une bonne chose, mais on n'a pas permis l'émergence d'alternatives. Alors il y a un document de la Commission de 1990 qui est souvent oublié, quand il dit que l'objectif de la réforme de la PAC n'est pas de remplacer le chaos par l'anarchie, mais de diminuer le rôle de l'État dans l'intervention des marchés en permettant l'émergence de mécanismes de régulation des propres acteurs du marché. Et on est dans cette étape. Et ça nous a pris 25 ans quand même. Ça nous a pris 25 ans d'y arriver, et ça va nous prendre encore au moins une dizaine d'années, parce que l'on choque avec les autorités de la concurrence. Il est clair qu'il faut bouger le curseur et qu'il faut pouvoir autoriser un certain nombre d'accords entre les acteurs pour pouvoir rééquilibrer, dans la mesure du possible, la filière, inventer des mécanismes de gestion. Je vous prends un exemple qui, pour l'Italie, est particulièrement utile. En Espagne, l'interprofession de l'huile d'olive s'est proposée à la Commission pour pouvoir, à ses frais, donc sans dépenses publiques, quand il y a trop d'huile d'olive sur le marché, le prix s'effondre, stocker. Et ils stockent pour revendre quand les prix remontent, et on l'a vu, on est passé en Espagne d'une production d'1,8 million à une production de 600 000 2 ans plus tard. On a dit non, parce que ce n'est pas conforme au droit de la concurrence, etc. C'est exactement ce nœud gordien qu'il faut pouvoir répondre. Il faut des critères, il faut des contrôles, il faut une supervision, mais quand le secteur est disposé à s'organiser, quand il vous dit si les prix tombent en dessous d'un minimum, à mes frais, je suis disposé à stocker, mais je m'engage, si les prix remontent, à le remettre sur le marché. Donc, à cliquer à la hausse et à la baisse. Quand vous avez des acteurs qui sont disposés à faire ça et qui sont capables d'avoir un impact, l'Espagne, c'est le marché mondial de l'olive, mais sur la France et les céréales, avec certains partenaires, on pourrait parfaitement imaginer sur le blé un système pareil. Est-ce qu'on peut le faire sur le porc ? On ne peut pas le faire sur le porc, mais si vous stabilisez le marché des céréales, vous stabilisez en bonne partie l'alimentation du bétail. Et un des problèmes qu'il y a dans le porc, c'est que les prix des céréales ont monté et ont descendu en flèche, et en question de quelques semaines, rarement quelques mois, et vous vous retrouvez complètement pris à contre-vent. Pour le porc aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pour le lait, techniquement, c'est possible. Le lait est une production qui, du point de vue technique, est certainement la plus facile
à organiser. Vous pouvez jouer sur le rendement de la vache laitière à travers l'alimentation animale. Vous pouvez ensuite, un peu moins rapidement, mais à travers le renouvellement du cheptel, pouvoir gérer les volumes. Et vous avez ensuite des produits que vous pouvez stocker, le beurre et la matière première. Qui plus est, vous avez 60%, même plus aujourd'hui, de la production qui est en coopérative et d'autres acteurs qui pourraient être intéressés, potentiellement. Donc, techniquement, tout est possible. Quel est le problème dans le secteur du lait? Personne aujourd'hui, aucun des acteurs importants du lait ne réfléchit, n'accepte de réfléchir à une stratégie. On sait parfaitement que la Chine a diminué ses importations. On sait parfaitement qu'il y a trop de lait sur le marché, pas beaucoup, un peu trop de lait sur le marché. On sait parfaitement que 80% du lait en France se consomme sur le marché intérieur, que ce qui est export est une quantité marginale. Et aujourd'hui, légalement, on ne peut pas, droit de la concurrence, mais pour convaincre nos amis de droit de la concurrence d'être plus flexibles, il faut encore qu'il y ait une forte demande du secteur. Je faisais partie de ceux, j'ai eu une enfance heureuse et je suis un optimiste né, je fais partie de ceux qui croyaient qu'en 2009, à la sortie de la crise laitière, les principaux acteurs laitiers avaient compris qu'il était bon de réfléchir à organiser à une réflexion commune, etc. Aujourd'hui, avec la fin des quotas laitiers, c'est plutôt le chacun pour soi. Les Bretons qui rêvent ou qui peuvent augmenter leur production de 50%, les Irlandais sont sur la même ligne, les Allemands 20%, les Néerlandais vous parlent de 30 à 40%, très bien, et le marché, là, il est où, là? Tout d'un coup, on va mettre ce lait où? Il y a bien évidemment l'idée, oui, moi je vais souffrir, mais les autres vont mourir, donc je vais rester moi. Et Bruxelles ne peut pas être cette plateforme où on discute de ça. Aujourd'hui, Bruxelles ne bougera sur le lait que s'il y a une vraie demande forte et unie du secteur laitier pour que Bruxelles puisse bouger. Donc c'est bon, ça va. Et pour l'instant, c'est mort. Alors ça, c'était ma dernière question, justement. Comment vous imaginez à l'horizon de 2030, comment vous voyez cette PAC versus le développement de la planète? Une des questions qui m'inquiète, c'est qui va fixer les normes mondiales demain? Alors, on parlait voitures, on peut parler produits génétiquement modifiés. Si l'Europe était la seule, de nouveau, tout le monde occupé, sauf une Europe qui s'oppose aux produits génétiquement modifiés, certainement qu'à l'horizon, nous aurons beaucoup de difficultés, entre autres choses parce que la nature est ce qu'elle est. Mais on le voit aujourd'hui, les Russes commencent à être très sensibles et nerveux sur ce sujet, les Chinois commencent à être très sensibles et nerveux sur ce sujet, même si il est clair que dépendant de la qualité des relations commerciales avec les États-Unis, le nombre d'OGM que l'on trouve dans le maïs, dans les bateaux de maïs américains peut changer d'un moment à l'autre. Mais il est clair que donc, de ce point de vue-là, dans ces grands débats, nous n'aurons de poids et nous n'interviendrons que si nous sommes capables de trouver des consensus ensemble. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Derrière ça, il y a aussi le fameux accord avec les Américains, le TTIP, qui est tellement condamné, qu'on m'a demandé plusieurs fois d'ailleurs de condamner vivement, et je dis, je ne peux pas condamner quelque chose sans connaître le contrat, les termes du contrat, et pas simplement la première page, mais les clauses additionnelles, qui sont souvent plus importantes que la première page du contrat. Pour finir avec une phrase agricole, un des grands débats que nous avons, c'est nourrir le monde. Est-ce que l'Europe doit nourrir le monde ou est-ce que l'Europe doit aider le monde à se nourrir? Et dans toute cette différence entre aider le monde à se nourrir et nourrir le monde, il y a ces deux options exactement dont on parlait. Et ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je suis pour l'option d'aider le monde à se nourrir. Et là, nous avons une grande responsabilité. C'est comme ça que nous garderons notre rôle de leader mondial de l'agriculture, de l'alimentation et même, un jour peut-être, de la politique.